Des archéologues français vont enfin pouvoir explorer la Lune. Après des années de recherche, ils ont fini par la localiser, quelque part au large de Toulon. Plus de 3 siècles après son naufrage, 20 ans après sa découverte par hasard, l'épave mythique de la Lune, un grand vaisseau de guerre, est sur le point de révéler ses secrets. Pour les historiens, ce navire est l'un des plus rares, mais aussi l'un des plus précieux témoignages de la marine de guerre du XVIIe siècle. Magnifiquement conservé, l'épave de la Lune est un site archéologique de premier ordre. C'est donc une occasion unique de mettre en place un dispositif de fouille impressionnant. Une grande première dans l'histoire de l'exploration sous-marine. Car cette aventure rassemble des scaphandriers, des archéologues sous-marins et des ingénieurs spécialisés en simulation 3D. Ensemble, ils vont tenter, grâce à de nouvelles technologies, de percer les mystères de la Lune et de lui redonner vie. C'est une véritable course contre la montre qui va commencer pour les hommes et les femmes de l'opération Lune. Ils n'auront que 5 jours pour explorer l'épave. Paul-Henri Narjolet, chef de mission sur le Titanic, et Michel Lourd, le patron du département d'archéologie sous-marine, attendent ce moment depuis plus de 20 ans. Et en ce matin de septembre 2012, les 2 vieilles connaissances du monde de l'exploration se retrouvent à la préfecture maritime de Toulon pour annoncer à la presse une grande nouvelle. Le cœur du sujet s'appelle la Lune, c'est un nom évidemment qui porte d'autant qu'elle se perd sous un roi qui s'est qualifié souvent de soleil. La Lune est un navire royal construit dans les années 1639 à 1642, très probablement à l'arsenal d'Indrette près de Nantes. Le dernier voyage de la Lune se déroule au mois de novembre 1664, sous le règne du roi Soleil. Ce vaisseau de guerre de 38 mètres de long est de retour d'une campagne militaire désastreuse contre les pirates d'Afrique du Nord. La Lune fait route vers les îles d'Hyères, non loin du port de Toulon. Mais soudain, elle disparaît mystérieusement en quelques minutes, emportant avec elle des centaines d'hommes. Pendant plus de 300 ans, l'histoire de la Lune et de son équipage maudit tombe dans l'oubli. Mais en 1993, Paul-Henri Narjolet réalise des essais avec le sous-marin de l'Ifremer au large de Toulon en vue d'une prochaine mission sur le Titanic. Il détecte alors une présence métallique anormale à 90 mètres de fond. On a entendu avec le sonar un son bien particulier, on s'est dit il y a du métal là, il n'y a pas que de la roche, donc on s'est dit il faut quand même aller voir, et là c'est une image absolument fantastique. C'était la Lune, l'un des rares navires du roi Soleil jamais retrouvés, dans un remarquable état de conservation, gisant à de grandes profondeurs. Pour accéder à l'épave, il a fallu plusieurs années à Paul-Henri Narjolet, Michel Lourd, à la marine française, aux experts de l'imagerie 3D, aux scientifiques, aux ingénieurs, pour établir une stratégie. Ça fait quand même des années qu'on envisage de venir, et là, on y est, c'est le starter. Août 2012. Une équipe d'ingénieurs envoie des robots télécommandés, des ROV, pour explorer et photographier l'épave. Deux mois plus tard, l'opération Lune est lancée. Le vaisseau amiral de l'expédition, l'André Malraux, est un navire dernier cri, construit spécialement pour cette mission subaquatique.
Le navire se rend sur le site. À son bord, une équipe d'archéologues et d'experts. Ils ont passé des mois pour préparer cette mission. Ils sont impatients d'essayer leurs nouveaux outils d'exploration et d'observer la Lune. Pour cette mission exceptionnelle, Michel Lourd a fait appel à une société spécialisée dans les travaux sous-marins et la recherche de trésors engloutis, la COMEX. Son sous-marin, le Rémora, est équipé d'un prototype de caméra qui devrait permettre de visualiser l'épave en relief. Pendant 45 minutes, c'est-à-dire qu'elle doit être en déplacement. Enfin, l'archéologue se repose sur des spécialistes de la plongée profonde de la Marine nationale, les scaphandriers du Cefismer. Lorsqu'il s'agit d'aller désamorcer des bombes, des torpilles ou d'intervenir sur un sous-marin nucléaire en détresse, ils utilisent une nude suit, sorte de combinaison spatiale adaptée au grand fond. Je savais pas qu'on avait un programmateur. Ouais. Peut-être qu'il a battu ce record-là, ouais. Effectivement. Ce scaphandre en Kevlar permet à Joe Kirsch, son pilote, de résister à la pression jusqu'à 300 mètres de profondeur. Des scaphandres comme ça, on en a 24 dans le monde. La France, on n'a qu'un seul, donc c'est une place qui est privilégiée. Joe s'entraîne pour sa mission, récolter des objets sur la Lune et fournir aux archéologues de Michel Lourd des informations sur l'épave. Près de Paris, quelques semaines avant l'opération Lune, Joe est dans les locaux de Dassault Systèmes, les pionniers de la 3D, Bonjour. pour une simulation hors du commun. Donc ta première tâche, c'est d'avancer et de trouver une croix au sol, d'aller te poser dessus. D'accord. C'est un programme expérimental. Il permet aux archéologues de visualiser, d'explorer la Lune en 3D et d'essayer différentes techniques de fouille, en virtuel. Alors attends, je vais me rapprocher. Les ingénieurs de Dassault Systèmes utilisent les images prises pendant l'été au cours de l'exploration de reconnaissance pour reconstituer, centimètre par centimètre, la Lune. Le directeur de projet, Cédric Simard, va tester ce programme en grandeur nature à bord de l'André Malraux. Un des caractères inédits de ce projet, c'est d'embarquer toutes ces technologies 3D immersives à bord même du bateau archéologique et de les éprouver finalement dans les conditions du réel. Octobre 2012. L'André Malraux et le reste de la flotte de l'opération Lune n'ont que 5 jours pour tester ces nouvelles technologies, se propulser au XVIIe siècle et révolutionner la science. Le programme est ambitieux pour une période aussi courte. Oui, Malraux, est-ce que tu peux me prévenir quand vous serez à votre position de travail ? Ok, pas de problème. Il me reste un petit peu à bouger, je te donne ça après. Pour atteindre les objectifs, chaque équipe doit déployer son savoir-faire avec la précision d'un orchestre symphonique. Ce matin, 3 engins d'exploration s'approchent de la Lune. Le Nude Suit, avec son pilote Joe Kirsch. Le submersible Rémora, avec à son bord le caméraman Denis Lagrange. Et un ROV automatisé qui filmera les opérations pour les scientifiques restés à la surface. Pour Michel Lourd, l'archéologue, cette mission est le premier pas dans une nouvelle ère de l'exploration sous-marine pour des épaves de grand fond. Des épaves hors de portée des scientifiques qui reposent à plus de 300 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, si tout fonctionne bien, peut-être que la Lune dévoilera ses secrets. C'est une cité perdue, totalement disparue en un instant, et elle est là. Et c'est ça qui est à la fois passionnant, parce que du coup, on peut tous rêver de cette épave si lointaine et si proche. Et en même temps, elle va nous servir d'essai pour voir comment on fera demain, parce qu'ici, on pourrait encore y accéder par la plongée. Un homme peut y accéder. Ça sera beaucoup plus compliqué, évidemment, et totalement impossible au-delà de la zone des 300 à 700 mètres.
Sur le Jason, le remorqueur de la Marine nationale, la tension monte. Les enjeux sont importants. Paul-Henri Narjolet observe avec curiosité le déploiement des hommes et de l'équipement. Le plongeur en chef, Joe Kirsch, sera en contact radio avec Michel Lourd et son équipe. L'équipe du plongeur s'assure qu'il n'y a pas un grain de poussière sur le nude suit. Le moindre cheveu dans un joint peut engendrer une voie d'eau et mettre la vie de Joe en péril. Paul-Henri Narjolet, qui a plongé 30 fois sur le Titanic, sait que les quelques minutes avant l'immersion sont cruciales pour la sécurité. L'environnement est hostile, l'environnement est difficile. Dès qu'on est sous l'eau et qu'on descend profond, bon, il y a des pressions considérables et le moindre petit détail se transforme en incident. Pendant ce temps, sur l'André-Malraux, Michel Lourd ordonne à son équipe de mettre le ROV à l'eau. Il s'agit d'un robot muni d'une petite caméra. L'archéologue suivra les opérations en direct sur des écrans de contrôle. En tant que directeur des fouilles, il doit s'assurer de la préservation des objets. Le nude suit met 4 minutes pour atteindre le fond. Nous sommes à 90 mètres. Un plongeur classique ne pourrait rester à cette profondeur que quelques minutes avant d'entamer une remontée longue de 2 heures avec des paliers de décompression. Ce scaphandre peut maintenir Joe à température et pression constante pendant des heures à une profondeur 3 fois plus importante. L'équipage à la surface sort le scaphandre de sa cage et à distance libère délicatement Joe au-dessus de l'épave. Rapidement, les vestiges tant attendus se dessinent au loin. Ce sont les premiers témoignages du navire du Roi Soleil, qui disparut dans le plus grand secret. En 1664, la Lune a coulé à pic. Une épaisse couche de sédiments a recouvert le navire et tout ce qu'il recèle. Comme un arrêt sur image, une capsule de temps de la société du XVIIe siècle. Joe voit à ses pieds des armes en bronze et en fer, des dizaines de mousquetons et d'épées, de la poterie provenant des cuisines du navire. Mec, si tu te remets dans ta position initiale, c'est bon pour nous. Ok, donc on va manœuvrer. S'il y a un problème, vous nous le dites. Doucement. Les 2 moteurs du nude suit sont contrôlés de la surface. Joe pilote le scaphandre, mais c'est son opérateur qui enclenche les hélices à sa demande. Le courant et l'obscurité obligent le pilote à rester vigilant. Joe doit planer au-dessus de la Lune afin de ne pas endommager les précieux objets ou le fragile cordon qui le relie à la cage et à la vie. Sur les écrans de l'André-Malraux, 2 grandes jarres et un canon de bronze en excellent état apparaissent. 2 scientifiques qui travaillent avec l'équipe d'exploration virtuelle de Dassault Systèmes sont captivés par ce que Michel Lourd appelle le Pompéi sous-marin. Ce que je trouve très étonnant, c'est que l'on peut voir ce parfait alignement de canons. On peut même deviner la silhouette du navire assez facilement. On découvre l'emplacement des cuisines, il y a même des chaudrons. Ils sont là comme si c'était hier. Ils semblent vides, posés là. On voit aussi de grandes jarres renversées
Et puis toutes ces petites assiettes, des petites poteries un peu partout sur le fond. C'est un peu comme si tout était resté figé, un peu comme une maison abandonnée. J'ai l'impression que quelqu'un a déposé ce bateau délicatement sur le fond marin pour que nous puissions le contempler et comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Les archéologues ont des théories, mais aucune preuve sur les raisons du naufrage de la Lune. Ils parlent de tempêtes, mais aussi de complots dans le contexte politique tourmenté du début de règne de Louis XIV. En 1662, le roi Soleil a 20 ans. Il désire que son règne naissant soit mémorable et veut le marquer par une fracassante victoire militaire. Je vois que Colbert vous a déjà dépeint mes dessins. Je ne peux souffrir davantage l'orgueil de ces pirates. Le jeune monarque décide alors de créer un comptoir français et envoie sa flotte sur la côte barbaresque en Afrique du Nord, où il a l'intention de mater les pirates qui sévissent, menaçant les navires marchands de toute l'Europe. Le 2 juillet 1664, une armada de 50 navires quitte Toulon en direction de l'actuelle Algérie. Trois mois plus tard, les troupes françaises sont exsangues. L'échec est cuisant. Un vieux vaisseau fait alors route vers Djidjeli. Martina Serra, historienne, est intriguée par le récit très sommaire existant sur la Lune. Les documents de l'histoire maritime sous Louis XIV sont rares, ce qui fait de la Lune une épave exceptionnelle. De toute façon, le navire est vieux. Il a donc tendance à avoir des bois qui ont pourri, peut-être des structures qui se sont un peu ouvertes. Il doit plus ou moins faire de l'eau, il doit être plus ou moins attaqué aussi par les tarets, les vers qui se mettent dans le bois. Donc il est certainement assez fragilisé. Mais comme on n'a pas beaucoup de navires, on utilise ce qu'on a. La Lune quitte Toulon avec 250 marins à son bord. Le vieux navire transporte des vivres, des armes et des chevaux pour l'expédition de Djidjeli. À l'époque, on construisait les navires sans plan, sans faire de dessin. On a très peu de représentations. On ne sait pas tellement comment ils étaient faits. Très peu d'objets archivistiques qui puissent nous expliquer comment étaient ces navires. Là, l'archive, c'est l'épave. L'équipage ignore la durée de son escale nord-africaine. Les pertes françaises sont si importantes que les officiers attendent avec impatience l'ordre de retirer leurs troupes. Premier jour de l'opération. Michel Lourd est impressionné par les images renvoyées par le Newshoot. Qui se trouve au fond, autour des jarres et qu'on souhaiterait récupérer d'urgence parce que demain on n'aura plus de moyen de les... Sur le Jason, son responsable technique, Frédéric Leroy, supervise les manœuvres délicates. L'équipe cherche déjà à optimiser l'usage du scaphandre et du rov pour ces fouilles de grande profondeur. On amène le chute dans un endroit qui est assez exigu, entre plusieurs canons, pour voir la faisabilité de récupérer un petit objet. Et ayant plus de dextérité que le rov, sa pince est bien plus souple et permettrait de récupérer un objet comme une assiette de manière assez fine, contrairement à la pince hydraulique du rov, qui pourrait endommager éventuellement un objet. La dextérité de Joe Kirsch et son entraînement sur la reconstitution en 3D de l'épave par Dassault Systèmes font merveille.
Frédéric Leroy réceptionne la fragile poterie en provenance de la Lune. Il la transmet immédiatement aux archéologues de l'André Malraux, qui l'attendent impatiemment. La conservation d'un objet trouvé en mer est une course contre la montre. Les sédiments qui recouvrent cette assiette et la protègent en ont changé la composition chimique. Une fois à l'air libre, elle va se détériorer. Il faut immédiatement enlever la pellicule de sel et stabiliser sa composition chimique. On va leur laisser nettoyer, de toute façon. Ah, ça c'est un... Pardon. Si, regarde, il y a un motif. Si. Ah, je pense qu'il y aura la... peut-être un symbole... C'est un blason. Très stylisé. Ouais. À quelle profondeur était l'assiette? 81 mètres. Après quelques recherches, il semble que l'assiette provienne d'un atelier de Pise. L'accès aux divers objets à bord de la Lune doit permettre une meilleure connaissance des us et coutumes de la marine française du milieu du XVIIe siècle. Alors que les recherches continuent en surface, le pilote, Joe Kirsch, rencontre un problème avec le Newt. Il y a le moteur tribord qui fait un petit bruit bizarre qui est pas normal. Ok. T'entends? Ah, j'entends qu'il ramasse. Ok, bon, je te remets les moteurs, t'identifies quelle commande et après on break. Ok. Joe doit remonter à la surface, immédiatement. L'équipage du Jason le ramène à bord. Mais cette défaillance du Newt, un élément clé de l'expédition, est une mauvaise nouvelle pour la mission. Les réparations vont peut-être faire perdre plusieurs jours. Personne ne sait à quoi s'attendre. À bord du Rémora, qui collecte des images de l'opération Lune, le caméraman subaquatique Denis Lagrange et le pilote du sous-marin Popov viennent de recevoir les consignes de Michel Louvre. À explorer, je vais dire. Ce qui serait bien, c'est d'aller ici et de remonter le long pour aller à cette zone. Si on peut passer au-dessus, bah, c'est peut-être aussi bien, mais bon, côte. On y va. Oui, allez, parti. Aujourd'hui, il s'agit de filmer les cuisines, riches en objets. Les images de cette zone vont permettre aux ingénieurs de Dassault Systèmes de reconstituer en 3D les cuisines de la Lune pour en faciliter l'étude. Bien reçu, ouverture de ballast. Denis Lagrange et Popov commencent leur descente. Quand soudain, une alarme retentit. Le taux de dioxyde de carbone est dangereusement élevé à l'intérieur du sous-marin. Les deux hommes pourraient s'asphyxier. J'ai un petit souci avec la régie là. C'est bon. Apparemment, j'ai peut-être le ventilo qui tourne pas, j'ai le CO2 qui monte. Ok, les mauvais de surface, on se place en position pour la récupération. Une autre catastrophe a été évitée de justesse.
Pour l'instant, personne n'est au courant de cet incident. Puis c'est le choc. Le Remora vient de percuter le Mini-Bex. Les nouvelles vont vite. Michel? Oui, Franca, je t'écoute. Bon, je sais pas s'il va remonter à bord ou pas. Je crois que oui. Une journée de merde, c'est une journée de merde. Non, j'arrivais là. Ah voilà, parce que... Ouais, j'arrivais là. J'arrivais en surface, si tu veux. J'avais le panier, le chaussonnet à la main, donc il a tordu, la console du bras est tombée, le joystick s'est tordu. Il a été le sous-marin couché sur le côté, quoi. Ouais, Reposez ici s'il faut. Régler tout de suite. Le caisson étanche de Denis Lagrange est endommagé. Je pense pas qu'il ait pris énormément. Donc on enlève tout, on va tout nettoyer, tout passer au liquide là, pour enlever tout le sel, etc. C'est la loi des séries quand même. Newfield Marine, les moyens de prise de vue, le Remora. On peut guère faire mieux. Hein. Comment l'équipe peut-elle faire avec des sous-marins défectueux? La malédiction plane sur l'opération Lune, comme elle planait sur le navire du Roi Soleil. Le destin de la Lune et de son équipage fut bien plus cruel. D'après différentes chroniques de l'époque, le navire est pris d'assaut par les soldats à Gigeli et n'eut vraisemblablement pas le temps de décharger sa cargaison. Près d'1 millier de fantassins, jeunes nobles, officiers, assaillent le pont du capitaine de Verdille. Il faut fuir à tout prix. La Lune, c'est vraiment une accumulation de malheurs pour l'équipage et pour les hommes embarqués. C'est-à-dire les blessés, les gens qui sont réembarqués très rapidement et dans des conditions très complexes du siège de Gigeli, avec en plus l'équipage qui doit faire la manœuvre, qui est gêné par cette masse d'hommes qui est présente à bord. Toutes les conditions dramatiques sont réunies pour avoir une navigation particulièrement compliquée. Il faut 4 jours à la Lune pour traverser la Méditerranée, alors qu'une centaine d'hommes écopent l'eau dans les cales. Miraculeusement, le navire tient le coup, puis jette l'ancre près de Toulon. Mais l'équipage n'a pas l'autorisation de débarquer. Prétextant une épidémie de peste, les autorités ordonnent au capitaine de se rendre dans les îles d'Hyères pour y être mis en quarantaine. De Verdille refuse. D'après lui, son navire ne peut prendre la mer. Un architecte naval est dépêché pour l'inspecter. Gédéon Rodolphe connaît bien la Lune. Il est l'architecte officiel de la Marine royale et a supervisé les réparations faites sur le navire quelques mois plus tôt. Venez voir. Regardez. Regardez. Oui, ben, ça sonne de partout. 3 gouttes, faut pas exagérer quand même. 3 gouttes sur 3 hommes qui n'arrêtent pas d'écoper depuis 3 jours. Gédéon Rodolphe autorise la navigation. Malgré ses réserves, le capitaine de Verdille n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres du roi. Il appareille. Aujourd'hui, la mer est trop agitée. Et les avaries matérielles obligent l'annulation des plongées du jour sur l'opération Lune. La mission prend une tournure plus virtuelle.
grâce au simulateur de plongée en 3D de Dassault Systèmes. Joe Kirsch explique à Michel Lourd son entraînement sur le modèle en 3D de la Lune et comment cela l'a aidé à préparer sa première plongée avec le Nude Suit. Le directeur de l'expédition écoute. À bord de l'André Malraux, les ingénieurs de Dassault Systèmes se préparent. Ils montrent enfin aux archéologues les résultats de leur collaboration pour la cartographie de la Lune en 3D. Les contrôleurs pour les mains et les pieds. Michel Lourd s'exerce. Il lui explique les promesses de cette expérience pour l'archéologie sous-marine. Pied droit, pied gauche. Celui-là, c'est le pied droit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a là? On a le site de l'épave au complet, à peu près 500 mètres carrés. Et puis on a moyen de prendre le contrôle à la fois du ROV, qui est là, et puis en même temps du scaphandre. Voilà, on a une caméra extérieure qui nous permet d'évoluer sur le site. Et puis évidemment, on est dans le virtuel, donc on peut aussi faire un petit tour de repérage. On retrouve nos canons, les chaudrons, les jarres, là-bas. Voilà. On va te faire vivre l'expérience de Joe. Qu'est-ce que ça signifie que piloter le scaphandre? Oui. Et ça On a marche. affiné les réglages, là, Ça marche. C'est les chaudrons, la jarre. Donc la première étape pour entrer dans le monde immersif, c'est de chausser ce casque immersif 3D qui va un peu te couper du monde. J'ai vraiment cette idée d'avoir cette technique un jour à ma disposition, de pouvoir travailler au fond en étant à la surface, de voir le site dans toutes ces 3 dimensions tout en n'ayant qu'un casque sur les yeux étant au sec, et d'être sur l'épave même si elle est à 2000 mètres, c'est-à-dire totalement inaccessible. Est-ce que tu as l'impression d'être dans l'eau? C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent parce que en même temps tu es dans l'eau, le site totalement familier, donc t'as l'impression que tu peux te déplacer autant que tu veux, une fois que tu as compris les mouvements, ce qui est pas forcément très simple. Bon, ok. Écoute, c'est quand même... Les détails de cette représentation virtuelle vont aider à résoudre les problèmes dans les fouilles de la Lune. Matin du 3e jour de l'expédition. La mer s'est calmée. Le Nude Suit est enfin réparé. Michel Lourd a donc donné l'ordre de reprendre les plongées. L'objectif est de récupérer des objets en céramique près de l'ancre, si la chance est avec eux. C'est tous les jours la conquête de la Lune. Chaque jour apporte son lot de difficultés, donc on va voir aujourd'hui. Mais là, le temps est, c'est pas magnifiquement clair, mais en revanche, il est bien pour travailler, quoi. Donc, oui, aujourd'hui, ça va bien se passer. Aujourd'hui, le plongeur remplaçant, Aymeric Salvi, pilote le Nude Suit. Cela offre un peu de repos à Joe Kirsch avant les futures plongées qui s'annoncent éprouvantes. Michel Lourd associe 2 engins au fond de la mer. Le Nude Suit pour récupérer des objets et le ROV pour assurer la sécurité du pilote et superviser les fouilles. Le ROV se déplace facilement, mais n'a pas l'aisance du Nude Suit pour se saisir de petits objets.
Les pinces du Newtsuit, peu habituées à manipuler des objets si fragiles, sont efficaces. Des poteries de tailles et de formes variées remontent à la surface. Pendant l'opération, l'équipe ne récupère qu'un fragment des 60 000 objets détectés. Mais ces premiers résultats galvanisent tout le monde. Les archéologues répertorient les objets, les débarrassent de toute trace de sel. La restauration se fera dans un laboratoire. Alors les 4 qui sont là, c'est des céramiques, vous voyez, des petits pots avec des anses, donc ils ont tous 4 ans. Celui-ci, ça doit être c'est un peu différent puisqu'il a un petit bec verseur, ça doit probablement être une petite théière, enfin un petit pot à eau. Des pots comme ça, exactement, strictement identiques. Il y en a vraiment énormément sur le site. Parmi tous les objets présents sur le pont, une imposante bouteille attire l'attention de Michel Lourd. Mais ça, tu vois, dans un musée, tu la retournes du bon côté, c'est super spectaculaire parce qu'une fois nettoyé, quand le verre sera revenu, tu vas avoir un beau verre vert, ça va être une très belle pièce. Tu vas avoir la même chose, des assiettes et tout. Les assiettes dans la vase, quand tu les nettoies, c'est nickel. Ah oui, absolument. De nombreux comptes rendus attestent que les hommes à bord de la Lune avaient énormément bu la nuit précédant le naufrage. Le manque de confort sur ce navire en quarantaine, surpeuplé, qui prend l'eau, est sans doute préférable au danger sur les champs de bataille nord-africains. Quand on embarque un nombre imposant d'hommes à bord d'un navire en mauvais état, on connaît les risques. Mais la notion de risque à l'époque n'est pas prise en compte. Il va falloir attendre à peu près un siècle pour qu'on commence à se soucier de véritablement la santé des équipages, véritablement leur survie, leur bien-être serait beaucoup dire, mais disons leur meilleures conditions de vie à bord. Il va falloir attendre longtemps. Autorisée à reprendre la mer la veille par le représentant de Louis XIV, la Lune fait route vers les îles d'Hyères, pour être mise en quarantaine le matin du 6 novembre 1664. Affalés sur le pont ou entassés dans les cales, la plupart des officiers, des soldats, des membres d'équipage se remettent des réjouissances de la nuit. Sans crier gare, le navire coule à pic en quelques minutes. Au dire des survivants, les hommes sur le pont se sont jetés à l'eau. Les autres sont restés coincés dans les entrailles du navire. Ils ont péri noyés. Ils ne seront qu'une dizaine à survivre, dont le capitaine. L'incident est vite étouffé par la censure royale, et le triste destin de la Lune et des 1000 hommes à son bord fut vite oublié. Quatrième jour de l'opération Lune. Michel Lourd passe du temps dans ses profondeurs virtuelles afin de mieux diriger Joe, le pilote du Newtsuit, dont la mission aujourd'hui est de remonter 2 énormes jarres en terre cuite. Le pilote recueille de précieux conseils. Je suis en train d'observer Michel depuis le ROV et je vois qu'il essaie de passer son bras droit dans la jarre avec un outil d'une quarantaine de centimètres. On pourrait peut-être enlever du sable. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu ailles voir les jarres à eau qui sont situées sur l'arrière. Ce qu'on a imaginé avec Paul-Henri, c'était d'aller avec un outil en forme de râteau, venir en fait tirer les sédiments à l'extérieur des jarres à eau, de telle sorte à les alléger. Et on pense que c'est une des façons les plus faciles et les plus réalisables pour prendre. Après 2 jours de réparation, le sous-marin Rémora
s'apprête à effectuer une nouvelle descente pour filmer l'épave. Le caméraman, Denis Lagrange, espère qu'ils auront plus de chance cette fois-ci. Ce qui est arrivé, c'est encore plus excitant. Voilà. Donc Popov est motivé et j'espère qu'on va enfin aller sur la Lune. Il reste moins de 48 heures pour remonter et inventorier de nouveaux objets. Michel Lourd déploie l'ensemble de son armada subaquatique. Surface, on aurait mon rat pour info, nous commençons à travailler sur l'épave. « 90 mètres de profondeur. Les images semblent provenir d'un autre monde et capturent avec une étonnante clarté des détails qui étaient jusqu'à présent inconnus. Dans le nude suit, les deux moteurs donnent une impression d'apesanteur au scaphandre. Mais à l'intérieur, Joe doit s'employer pour bouger ses bras, ses jambes, pour dégager les jarres du sable. La tâche est épuisante. Les jarres sont prises dans une gangue de sable et de vases. Si Joe se hâte, il risque de les endommager. La nuit est tombée et la fatigue commence à se faire sentir. Le mauvais temps complique le travail de toute l'équipe. Remonter les jarres pourrait devenir dangereux. Genre une grosse pince à linge métallique, on va dire, une pince. Et il peut en mettre 2, 3 ou 4. Et ensuite, il y aura une petite patte doigt qui va relever tout ça. Et ils vont le déplacer comme ça jusqu'à la grande panière à objets. Ok, mais le problème c'est que je peux pas faire intervenir, on peut pas intervenir nous en plongée de nuit sous le jason pour sécuriser l'objet. Alors je pense que le ramener plein d'eau sans contrefort à l'extérieur, c'est vraiment dangereux pour lui. En mer, comme toujours, ce sont les éléments qui dictent leurs lois. L'homme et ses robots, aussi performants soient-ils, n'y peuvent rien. Michel Lourd ne veut prendre aucun risque. Il annule finalement la remontée des jarres. Joe Kirsch était à deux doigts de remplir sa mission. Mais avec les conditions météo et les mouvements de la mer, les vestiges fragiles risquaient d'être brisés à leur sortie de l'eau. Ce n'est que partie remise. Dernier jour de l'opération Lune. Chaque minute compte. L'équipe doit toujours récupérer les jarres. Et Michel Lourd veut savoir s'il est possible d'extraire un objet plus imposant. Il a repéré un énorme chaudron, celui des cuisines du navire. Encore une fois, les capacités du nude suit vont être mises à l'épreuve. Lors de l'opération,
La récolte des vestiges est certes essentielle pour mieux connaître l'épave et son histoire. Mais cette première mission a d'abord été lancée pour tester la présence de plusieurs engins sous-marins sur un même site archéologique. Sur la partie gauche, et il va essayer de poser les lingues, une devant lui et une sur l'arrière à droite de la gorgone, donc peut-être à gauche pour vous. On ira très doucement pour soulever. Si cette manœuvre réussit, alors l'opération Lune aura rempli sa promesse. Car chaque étape de cette exploration, chaque remontée d'objets, est l'occasion pour Michel Lourd de valider toute une série de nouvelles techniques de fouille. Pas de contrainte pour vous de nos lumières? Négatif, bougez pas là. C'est très bien. Ok. La position des pinces est capitale. Une fois les pinces accrochées, l'objet est ensuite lentement déplacé par un robot pour être déposé dans un panier. Il est ensuite soulevé par la grue du bateau. Le chaudron métallique commence sa lente ascension vers la surface où l'attendent, impatients, les archéologues du Drasme. La manœuvre est un succès. Et si cette opération a été possible sans entrave à 90 mètres de profondeur, alors elle le sera plus tard pour aller chercher d'autres vestiges situés dans les abysses des océans. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. L'équipe scrute le chaudron. Ouais, il y a peut-être quelque chose là, mais là, à ce niveau-là, je vois quelque chose qui... Ouais, on dirait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait ça. Pour Paul-Henri Nargelet, qui plongea sur le Titanic, la haute technologie employée sur ce site ouvre une nouvelle ère dans l'exploration des fonds sous-marins. C'est vraiment un établi, c'est vraiment un endroit où on peut, de par la profondeur, mettre au point des techniques et progresser pour d'autres épaves, parce qu'il n'y a pas que le Titanic, hein, je travaille sur d'autres épaves et j'ai bien l'intention qu'on arrive à utiliser ce genre de technique ailleurs. La chance tourne, mais le temps commence à manquer. Michel Lourd compte bien réaliser son rêve, remonter à la surface l'un des symboles de la Lune, un canon en bronze. Sur le pont du Jason, les hommes du Céphis-Mer installent une énorme pince. Cet outil permet de dégager les torpilles échouées au fond de la mer. Une bande de caoutchouc devrait permettre de ne pas endommager le canon de bronze. L'exercice est périlleux. Le canon de la Lune pèse près de 2 tonnes. Il est encore à moitié enseveli dans le sable. Pour des raisons de sécurité, toute présence humaine est interdite sur le site. À bord de l'André Malraux, la tension est palpable. Récupérer ce vestige serait une récompense sans pareille. Mais la tâche est bien trop imposante et il ne leur reste pas assez de temps. Michel Lourd doit y renoncer. C'est le seul moment où, en général, dans ce métier, j'ai une espèce d'affect qui se réveille. J'aime bien l'idée que ça ne soit pas facile et j'aime bien l'idée que les épaves se refusent parfois à nous. Ouais, je trouve que c'est la règle du jeu. D'ailleurs, si c'était très simple, peut-être que ça nous amuserait moins. Le site il résiste un peu, c'est un site profond, compliqué, on le savait, il y avait beaucoup d'enjeux, des défis technologiques aussi qui étaient en jeu. Là le canon voilà, il résiste, en même temps on n'a pas pu travailler autour autant qu'on voulait, il y avait des choses qui partent. On restera patient et on le découvrira une autre occasion. Vaut mieux le découvrir dans de bonnes conditions que le remonter abîmé ou dans de mauvaises conditions.
Après 5 jours et 5 nuits de mer intense, la première phase de l'opération Lune s'achève. Michel Lourd a su allier la science à la technologie en 3D et à l'expertise militaire. Une alliance qui permettra de mener à bien l'exploration de la Lune au cours des 2 prochaines années. Ces premiers vestiges du navire de guerre du XVIIe siècle ne sont qu'une étape. Le mariage entre la science et la haute technologie va rendre l'exploration du dernier territoire inconnu de la planète, l'océan, un peu plus exaltant. La cartographie et la reconstitution de la Lune en 3D va permettre à toute l'équipe d'explorer l'épave avec une plus grande attention, sous la mer, ou bien confortablement installée dans un laboratoire. Enfin, la Lune lève le voile sur ses secrets, et la lumière peut être faite sur un chapitre obscur du règne du roi Soleil.